Bonjour à toutes et à tous. Chers collègues, je vous propose que l'on démarre notre réunion du jour puisque nous avons de nombreux intervenants et donc la discussion sera, je n'en doute pas, extrêmement nourrie et nous avons dans le même temps, comme chacun le sait, la séance qui reprend ensuite. Donc par souci d'efficacité, je propose que nous débutions très rapidement. Je voudrais d'abord vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue pour ce sujet important qui concerne la vie démocratique au sein de notre Union européenne. Cela fait maintenant de nombreuses années que le sujet de l'état de droit est en discussion au niveau européen entre Budapest et les institutions européennes. Depuis l'arrivée de Viktor Orban au pouvoir en 2010, l'état de droit a été méthodiquement remis en question avec des atteintes contre les ONG, contre la liberté de la presse, la liberté académique, l'indépendance judiciaire, les droits des minorités et des personnes LGBT. Et donc autant de décisions qui s'inscrivent, je le crois, en contradiction avec les fondements qui sont celles de notre Union. Comme vous le savez, l'article 2 du traité de l'Union européenne énonce que les valeurs communes sur lesquelles repose l'Union, parmi lesquelles figure l'état de droit. Et le respect de ces valeurs est, je crois, un élément clé du contrat collectif européen et de la confiance mutuelle entre les États membres. Ce combat pour la défense de l'état de droit, il est ancien, je le disais en préambule, il est mené en Hongrie par des ONG, par des citoyens, par des partis politiques, et il est aussi porté au niveau européen par le Parlement européen en particulier, qui mène un combat extrêmement vigoureux contre les dérives qui peuvent avoir lieu en Hongrie, alors que le Conseil et la Commission ont parfois fait le choix de détourner le regard, ce qui a eu pour conséquence, à mon sens, d'aggraver la situation, là où certains pensaient qu'en mettant la poussière sous le tapis, les choses pourraient s'améliorer. Ça nous a montré que c'était évidemment tout l'inverse. Depuis, vous le savez que pour faire respecter les règles de l'état de droit, les institutions européennes ne pouvaient jusqu'à présent se fonder que sur l'article 7 du traité de l'Union européenne. Et l'élément nouveau qui est venu changer le rapport de force ces derniers mois, ces dernières années, c'est que l'Union dispose désormais d'un moyen de pression beaucoup plus efficace, qui est le règlement relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union européenne. Et depuis que la Cour de justice a rejeté le 16 février 2022 les recours de la Pologne et de la Hongrie contre ce texte, le Conseil peut prononcer à la majorité qualifiée des sanctions consistant en une suspension des versements des fonds européens contre un pays coupable de violation de l'état de droit en lien direct avec l'exécution budgétaire. Le 18 septembre dernier, la Commission a proposé de geler les 7,5 milliards d'euros de fonds européens pour la Hongrie en invoquant des problèmes de corruption et d'attribution des marchés publics après avoir déclenché le mécanisme de conditionnalité de l'état de droit contre la Hongrie en avril. La Hongrie a présenté 17 mesures correctives comme la création d'une task force anticorruption et la modification de ses règles en matière de marchés publics pour répondre à ces préoccupations. La Commission européenne a salué ce pas dans la bonne direction et a donné à la Hongrie, je crois, jusqu'au 19 novembre, si je ne me trompe pas, pour prouver d'importants progrès dans la mise en œuvre de ces mesures. Et la Commission réévaluera ensuite, avant la décision attendue du Conseil, d'appliquer le mécanisme de conditionnalité de l'état de droit en Hongrie. Je crois qu'il est important de souligner que ces changements législatifs de dernière minute doivent être vérifiés dans le détail et qu'il ne serait pas acceptable qu'il s'agisse, comme l'a qualifié récemment le Parlement européen, de promesses vides pour échapper aux coupes budgétaires. Et il est absolument essentiel que la Commission obtienne des preuves et vérifie de façon approfondie les réformes adoptées. Et donc pour traiter de ce sujet difficile, parce que je le disais en préambule, il renvoie à notre identité même, notre état de droit, notre système démocratique, nos valeurs, j'ai souhaité organiser cette réunion et inviter à venir s'exprimer. D'abord, Gwendoline Delbos-Corfield, vous êtes députée européenne, et c'est vous qui suivez depuis maintenant plusieurs années le respect par la Hongrie des règles relatives à l'état de droit. Vous êtes l'auteur de nombreux rapports sur le sujet, et en dernier lieu de celui sur la proposition du Conseil, de décision du Conseil constatant l'existence d'un risque de violation des valeurs en Hongrie. À vos côtés se trouve Philippe Dam, vous êtes directeur du plaidoyer pour l'Union européenne pour Human Rights Watch.
Et comme Madame Delbos, vous avez été auditionnée par notre commission sur le même sujet en 2020. À distance se trouve Peter Balázs, qui est ancien ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, ancien commissaire européen pour la politique régionale en 2004 et actuellement professeur émérite à la Central European University. Et puis enfin, Peter Greco, vous êtes directeur du think tank Political Capital et vous intervenez vous aussi en visio depuis Budapest. Voilà pour les différents intervenants. Je vous propose tout de suite de céder la parole en essayant d'avoir un propos plutôt ramassé de sorte à ce que la discussion puisse se faire avec les parlementaires. En essayant de, vous voyez, il y a 4 intervenants, essayant de 5 à 10 minutes en préambule, comme ça la discussion peut se faire. Et je vous cède tout de suite la parole, Madame Delbos-Corfield, si vous le souhaitez. Super, merci beaucoup. D'abord, merci, c'est agréable d'être là. La dernière fois, c'était en visio, effectivement, qu'on avait fait ça. C'est bien d'être en présentiel. Voilà, sauf que le Thalys avait beaucoup de retard, mais j'ai couru et j'ai réussi. Et le métro n'a pas eu de soucis. Effectivement, je suis rapportrice sur la situation en Hongrie pour le Parlement européen. Ce que ça veut dire, c'est que je suis effectivement la chef de file sur ce sujet-là. C'est comme ça que le Parlement européen fonctionne, à la proportionnalité. Donc même si j'appartiens au groupe des Verts, ce rôle-là a été attribué à mon groupe. Et dans le groupe, c'est moi qui ai ce rôle-là. Et donc effectivement, quand je parle ici, je représente bien le Parlement européen et la position du Parlement européen. Je vais d'abord vous parler effectivement de ce rôle-là, de la position du Parlement européen et de celle des autres institutions. Et puis dans un deuxième temps, j'aimerais vous dire pourquoi c'est important que vous travaillez sur ce sujet-là, ici, Assemblée nationale française, le rôle de la France, le rôle de l'Assemblée nationale. Un petit peu dans ce débat plus global sur l'Europe. Et puis je finirai en conclusion, et j'en suis déjà désolée, par 2 propos pessimistes. Je suis dans un moment où mes propos sont un peu pessimistes, à la fois sur l'avenir de l'Union européenne, et pourtant je me détermine comme une fédéraliste. Donc c'est un projet auquel je tiens beaucoup et auquel je suis très attachée, mais je suis aujourd'hui très pessimiste et plus globalement, un petit point de pessimisme aussi sur la situation de l'extrême droite dans l'Union européenne, parce que le gouvernement Orban est un gouvernement d'extrême droite, et même si ça ne s'est pas dit ainsi immédiatement, il est temps de le caractériser clairement comme cela. Je ne vais pas aller trop dans les détails de ce qui se passe et de ce qui s'est passé depuis des années en Hongrie, parce que ça sera effectivement, il y a beaucoup de gens derrière moi qui vous expliqueront ça très très bien, et je pense qu'aussi beaucoup de choses sont déjà connues. C'est donc avec le retour au pouvoir de Viktor Orban en 2010 que les choses se dégradent énormément, et le Parlement européen n'a absolument pas tardé à alerter sur la situation. Il alertera dès 2011, dès son retour au pouvoir. C'est la deuxième fois qu'il arrive au pouvoir. Viktor Orban va commencer très rapidement en fait, puisqu'il va immédiatement attaquer la Constitution, un certain nombre de systèmes démocratiques et politiques, puis il s'attaquera à la justice. Dès 2011, il y a des premières résolutions qui sortent du Parlement, et en 2013, il y a un rapport, le rapport Tavares, qui est déjà très alarmant. Et les deux autres institutions de l'Union européenne, la Commission comme le Conseil, n'agiront pas, mais si je puis me permettre aussi de manière générale dans le débat parmi les États membres et sur la scène diplomatique, eh bien, on n'agit pas tellement non plus, on ne dit pas grand-chose non plus, puisque ça ne se fait pas de critiquer un autre État membre, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que l'histoire hongroise nous aura beaucoup, sur lequel l'histoire hongroise nous aura beaucoup alerté. En 2016, le Parlement décide qu'il est temps d'agir, puisque les 2 autres institutions n'agissent pas, et le Parlement va donc décider d'activer l'article 7 des traités. Cet article 7, c'est un article qui dit que si un pays commence à être considéré comme ne respectant plus les valeurs et les droits de l'Union européenne, il est peut-être temps de déclencher une procédure. Il est peu écrit, il est écrit avec peu de détails. On est aujourd'hui en train de se pencher peut-être sur la réflexion sur la réécriture de cet article. De même, l'article 51 sur le Brexit, on s'est retrouvé confronté dans les 2 cas sur des choses qui avaient été pensées de manière théorique, mais qu'il a ensuite fallu mettre en pratique. On est dans le point 1 de cet article 7 des traités. Donc on a déclenché le point 1. Le point 1, c'est soit la Commission, soit le Conseil, soit le Parlement peuvent, s'ils arrivent à avoir une majorité qualifiée, dire on déclenche cette procédure, et il y aura ensuite des auditions, et ça peut mener, mais ça n'est même pas obligatoire, à des recommandations, point.
Ensuite, il y a un point 2 de cet article 7 qui ne peut être activé que par le Conseil lui-même, c'est-à-dire par les autres États membres, qui est celui qui peut entamer des sanctions, d'où la problématique. Effectivement, ça peut durer des années. On n'a même pas encore atteint le stade aujourd'hui où on a des recommandations qui sont sorties du Conseil. Donc voilà, ça fait depuis 2000, le Parlement alerte depuis 2011. Depuis 2010, les dégradations sont continuelles, elles s'empirent, elles s'aggravent, elles sont devenues très très graves. Et depuis 2017, il y a un déclenchement d'une procédure formelle qui existe et qui était censée être une procédure. On parlait de la bombe nucléaire des traités, hein, l'article 7, qui était censée être une procédure très dure et très inquiétante. Et on voit qu'en fait, il peut ne rien se passer une fois que cette procédure est déclenchée. Depuis, comme les choses se sont aggravées, le Parlement européen a décidé de renouveler le travail sur cet objet-là. Donc c'est pour ça que je suis ce qu'on appelle standing rapporteur, que donc j'ai eu ce rôle d'attribuer. C'est pas tous les pays qui ont quelqu'un comme ça qui s'occupe d'eux. Il y a la Pologne et la Hongrie. Et nous avons effectivement considéré qu'il était temps d'avoir ce qu'on appelle un rapport intérimaire. Donc c'est ce rapport qui a été voté en septembre 2022. C'est donc un rapport qui réactualise tout ce qui était dans le rapport Sargentini et qui a une valeur tout aussi importante, c'est-à-dire c'est un outil dont peut s'emparer le Conseil et la Commission pour agir à nouveau. Il a été voté avec une encore plus grande majorité. À l'époque du rapport Sargentini, il fallait obtenir une majorité un peu importante pour qu'il soit voté. C'était un risque, on n'était pas sûr de l'obtenir. À l'époque, un certain nombre de gens du plus gros groupe très peu ont voté pour, hein, quand même, mais beaucoup se sont abstenus, permettant au rapport de passer, essayant déjà à l'époque de dépasser les rapports partisans et de prendre conscience de la gravité de la situation. La dernière fois, ce rapport-là, en septembre 2022, il a été voté avec une encore plus grande majorité, c'est-à-dire que quasiment tous les conservateurs l'ont voté au Parlement européen. Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois, a longtemps fait partie de ce parti. Il n'en fait plus partie, mais il fait encore partie. Il a fait partie du groupe au Parlement. Il fait encore partie du parti au niveau européen. Seul, je ne peux pas m'empêcher de le dire, je suis désolée, je ne cherche pas à désigner des gens, mais c'est quand même assez notable pour le remarquer. Seuls les conservateurs français, députés européens, ne l'ont pas voté. Mais tous les autres conservateurs, par exemple les conservateurs italiens, l'ont voté, ce qui n'était pas sûr. Mon rôle, c'est de mettre la pression sur le Conseil et la Commission au nom du Parlement européen, en compagnie de 4 autres femmes qui sont maintenant il y a un homme parmi eux, mais donc qui sont mes shadows, c'est-à-dire qui appartiennent aux autres gros groupes. Nous tentons de mettre une énorme pression, nous tentons d'obtenir des avancées, nous en obtenons peu. Il y a de temps en temps des auditions, il n'y en a pas à chaque fois. Il y en aura là une vendredi. La présidence tchèque va auditionner encore la Hongrie, va encore lui poser des questions, mais en réalité, les faits sont connus. Il serait donc temps maintenant qu'on agisse. Dans ce rapport, nous disons quand même, et c'est ce qu'il faut peut-être retenir le plus de ce rapport, il revient sur tout le reste, mais il dit quand même que la Hongrie n'est plus une démocratie, n'est plus tout à fait une démocratie, et ça a été voté à une très grande majorité au Parlement. Ça s'appuie sur des analyses de recherche, hein, et d'experts. Et les autres institutions, la Commission comme le Conseil, sont très coincées, agissent peu. La Commission lance quelques procédures d'infraction, mais pas suffisamment. Le Conseil n'arrive pas à arriver au point où il ferait au moins des recommandations, parce que le système de l'unanimité empêche des agissements. Aujourd'hui, par exemple, j'ai perdu des gens la Finlande et la Suède étaient très actifs. Je les ai perdus puisqu'ils veulent un vote à l'OTAN pour pouvoir rentrer dans l'OTAN et que la Hongrie est en train d'utiliser ça en échange de vous nous laisser tranquille sur le sujet. C'est un petit peu le problème du Conseil, vous le savez probablement, c'est monnayage continuel. Alors, juste pour dire que vous, votre rôle, c'est d'en parler, c'est d'agir, c'est de faire pression sur vos gouvernements. Il faut savoir qu'il y a un texte qui est sorti du Bundestag allemand pour dire à leur gouvernement, ne lâchez pas sur la Hongrie, soyez sérieux sur les questions d'argent, soyez sérieux pour ne pas accorder un crédit à la Hongrie, qui a encore fait preuve de très peu de choses. Vous avez souligné qu'ils avaient fait quelques propositions de réforme, mais on ne sait pas où vont aller ces réformes. Et donc votre rôle à vous, c'est vraiment de mettre la pression. Je trouve que le sujet est peu abordé en France, cela m'inquiète un petit peu. La France est importante sur la scène européenne et il y a des parlements comme le Parlement néerlandais, par exemple, qui en parle extrêmement fréquemment. Le Parlement finlandais en parle extrêmement fréquemment. Le Parlement allemand en parle aussi fréquemment. Je crois qu'il est temps que ce sujet, on s'en empare ici parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Je suis pessimiste parce que
La guerre en Ukraine a changé la donne. Il y a eu un besoin de solidarité entre tous les États parce que la fatigue s'installe. Il y a un désintérêt des Hongrois. Il y a une espèce de voilà, ils ont réélu Orban, même si le système démocratique est détérioré. Il y a un sentiment, voilà. Donc je suis pessimiste pour la Hongrie, mais je suis surtout pessimiste pour nous tous parce que la Hongrie utilise cette position qu'elle a pour empêcher des tas de progrès sur des tas de sujets tout le temps. Et c'est un gouvernement d'extrême droite qui aujourd'hui a des leviers pour agir et il n'est plus le seul puisque aujourd'hui on peut s'inquiéter de la situation en Italie, on peut s'inquiéter de la situation en Suède et donc il est temps de réformer les choses pour que nous puissions défendre ces valeurs même quand des gouvernements arrivent au pouvoir dans nos États membres qui n'incarnent plus du tout ces valeurs et qui font des lois même à l'opposé. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais alterner entre le physique et la visio et je vais passer la parole à Peter Wallach. S'il nous entend bien. Merci bien, merci pour l'invitation et je me félicite du fait que la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française tient une session sur la Hongrie. C'est très important que les États membres fassent attention des uns aux autres et suivent des procédures aussi importantes que celle sur l'article 7 et en particulier sur la conditionnalité où on établit un précédent sur le cas hongrois et sur le cas polonais. Je commence par une référence courte sur le fait que dès le début, M. Orban et son gouvernement ont remis en question la notion de l'état de droit. Il disait qu'il n'y avait pas de définition, que c'est un concept très vague et on ne peut pas identifier ce qui est un état de droit. Ça me rappelle aux discussions juste après le grand tournant 1990, quand nous avons discuté en Hongrie, en Pologne et dans d'autres pays sur la notion de l'économie de marché. C'était très semblable parce que c'est difficile de définir, on peut bien reconnaître quand on voit l'économie et on peut définir, on peut approcher le problème par des éléments clés de l'économie de marché et c'est aussi le cas avec l'état de droit. Je remercie Madame Glenbow Schofield pour son travail parce qu'elle continue très bien le travail qui était commencé par son collègue Tavares et puis par Madame Sargentini et elle se concentre dans son excellent rapport sur les éléments clés de l'état de droit. Pour le moment, nous avons deux procédures parallèles. Article 7, je ne dirais pas que ce serait la bombe atomique parce que cette bombe ne s'explose jamais. Jamais parce qu'à la fin, il y a un besoin pour l'unanimité et il y aura toujours un ou deux États membres qui défendent celui qui est en question. Pour la Hongrie, on peut être plus ou moins sûr que la Pologne prendra la défense de la Hongrie et peut-être certains autres pays qui peuvent se retrouver dans une situation pareille. Par contre, la conditionnalité qui était attachée au budget de 21-27 et au fonds additionnel Covid, c'est un moyen vraiment efficace. On en voit les effets déjà sur le comportement du gouvernement de M. Orban et il y a des négociations pour le moment entre ce gouvernement et la Commission européenne. Et là, les deux parties se rapprochent, mais il y a certaines limites. Pour M. Orban, il essaie d'atteindre un maximum pour satisfaire les demandes de l'Union européenne sans secouer son régime. Parce que son régime est basé en grande partie sur les fonds européens et sur la redistribution de ces fonds
parmi ses amis, y compris sa famille, et son système a besoin de cet argent, d'autant plus que pour le moment, la récession et l'inflation ont affaibli l'état de l'économie de Hongrie. En ce qui concerne la Commission européenne, on cherche visiblement un minimum de concessions, de changements du côté hongrois qui pourraient satisfaire les États membres au Conseil et bien entendu le Parlement européen. Donc, on parle des marchés publics, de la transparence, de la distribution des fonds, le fonctionnement du système judiciaire, et ce sont les éléments clés. Donc, tous les éléments qui sont attachés à l'usage des fonds européens. Et j'ajoute un dernier point, brièvement. Ces derniers jours ou derniers mois, il y a une interrelation entre les efforts de l'Union européenne et le système de sécurité, l'OTAN, la guerre en Ukraine. Parce que nous savons bien que c'est la même communauté. Il y a certains membres qui se trouvent dans une des deux organisations. Les pays neutres ne sont pas dans l'OTAN. États-Unis, Canada, Norvège, Turquie ne sont pas en Union européenne. Mais c'est la même communauté. Et quand le gouvernement hongrois empêche l'adhésion de Finlande et de la Suède à l'OTAN, il y a des répercussions en Union européenne également. Donc, il y a une conditionnalité plus élargie et je crois qu'il faut bien maintenir les normes et être très exigeant dans des cas pareils. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre prise de parole. Je passe tout de suite le micro à Philippe Dame. Merci également pour organiser cette discussion aujourd'hui. Comme vous le savez, le fonctionnement des institutions européennes a été basé sur la présomption que ses membres, une fois passé le test des négociations d'accession, respectent et adhèrent aux valeurs démocratiques. Eh bien, depuis 2010, très clairement, l'Union européenne n'est plus protégée contre les dérives antidémocratiques en son sein, en particulier depuis le retour au pouvoir de Viktor Orban. Comme l'a fait le Parlement, nous aussi, notre organisation Human Rights Watch a commencé à documenter très tôt en fait, l'impact des révisions constitutionnelles, l'impact des législations adoptées sur l'indépendance du judiciaire, sur la liberté d'expression, sur la société civile et dans le cadre d'attaques répétées contre des groupes vulnérables tels que les populations roms, les demandeurs d'asile, les femmes, les personnes LGBT. Les cris d'alerte des organisations internationales sont effectivement restés lettres mortes pendant très longtemps au niveau de l'Union européenne. C'est uniquement depuis que la présence dans des gouvernements, dans d'autres gouvernements de l'Union européenne, d'autres partis politiques qui suivent les mêmes politiques, que les inquiétudes ont commencé à grandir, ce qui rendait de facto les mécanismes dont on vient de parler de plus en plus difficiles à utiliser. Un trait particulier des dernières années en Hongrie, ça a été l'utilisation des mécanismes d'état d'urgence pour remettre en cause la division des pouvoirs et le contrôle des autres pouvoirs sur l'exécutif. Au printemps 2020, comme vous le savez, au pic de la pandémie de Covid-19, le gouvernement Orban a pris un tournant sévère en adoptant une loi d'urgence qui a donné à l'exécutif la capacité de manière quasiment illimitée et sans limite dans le temps, de diriger par décret, avec peu ou sans aucun contrôle parlementaire ou juridictionnel. Cette loi, pour le dire en passant, prévoyait également une criminalisation, une infraction pénale de partage de fake news ou d'informations déformées pour tout ce qui concernait la pandémie, ce qui était vraiment un cas unique en Europe. Dans la foulée, des centaines de décrets ont été adoptés, la plupart d'entre eux, certains d'entre eux n'ayant peu ou pas du tout affaire à des questions de santé publique. Suite à la pression européenne, en juin 2020, la Hongrie, le gouvernement hongrois a abrogé cette première mouture, mais a adopté immédiatement une nouvelle loi qui permettait
de déclencher de futurs états d'urgence sanitaire ou médicale, ce qui a été fait immédiatement, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à cette année. Je voulais rajouter également qu'en mai 2022, c'est-à-dire cette année, les autorités ont franchi un nouveau cap en modifiant la Constitution une nouvelle fois pour y inclure une disposition d'état de danger en cas de conflit armé dans un pays voisin, chose qui a été immédiatement déclenchée du fait du conflit en Ukraine. Si on parle de l'état d'urgence sur la situation sanitaire, sur l'état de conflit dans un pays voisin, plus un état de danger, un état d'urgence qui continue à couler en ce qui concerne la situation migratoire de 2015, on voit là différents étages d'état d'urgence qui s'accumulent en Hongrie pour renforcer le pouvoir de l'exécutif. En parallèle, le gouvernement a poursuivi son harcèlement des médias. La plupart des médias sont désormais directement ou indirectement sous le contrôle du gouvernement ou de ses soutiens. Depuis décembre 2018, en fait, près de 500 médias ont été fusionnés en un seul conglomérat loyal au gouvernement, ce qui entrave effectivement l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette année, certains journalistes ont été ciblés par de la surveillance avec l'utilisation du logiciel Pegasus, et le téléphone d'au moins un journaliste a pu être confirmé comme étant infecté. L'OSCE s'est inquiété cette année du manque d'équilibre de couverture médiatique lors de la campagne électorale, fait assez rare au sein de l'Union européenne. Et les organisations de la société civile continuent à faire face à des pressions répétées et du harcèlement. En 2021, le gouvernement a effectivement abrogé une des lois qualifiées comme illégales par la Cour européenne de justice pour la remplacer par une autre législation qui imposait des audits de la part de l'Office national d'audit. Ça semble absolument innocent. La réalité, c'est que cet office n'est pas censé observer la situation hors des administrations publiques. Et donc ici, on craint clairement que ces audits ne s'ajoutent inutilement au contrôle tout à fait légitime qui existe déjà et pourrait être utilisé pour continuer à diaboliser ou entraver le travail des ONG. La plupart de nos ONG partenaires, nous le savons, ont subi ce type d'audit. Les audits sont finis, mais toujours aucune réponse sur leurs conclusions de la part des autorités. En parallèle, le gouvernement a aussi refusé d'abroger une autre législation qui criminalise et punit de jusqu'à 1 an de prison certaines activités complètement légitimes d'organisation de la société civile lorsqu'elles fournissent une assistance humanitaire ou légale à des migrants. Après des années de rhétorique hostile, extrêmement hostile à l'égard des migrants, effectivement, les autorités hongroises se sont pris récemment aux personnes LGBT et aux droits des femmes. Comme vous le savez, le jour de l'élection législative au printemps cette année, un référendum visant à limiter les discussions sur les questions LGBT a été proposé. Il a été rejeté pour faute de participation, pour manque de vote sur ce texte. Situation qui fait suite à une campagne d'une quinzaine d'organisations non gouvernementales contre ce référendum. Suite de l'histoire, 16 organisations ont subi des amendes assez lourdes. Deux d'entre elles continuent à faire face à ces amendes. Certaines ont été annulées, mais ça montre combien le débat public est difficile aujourd'hui en Hongrie. Alors, peut-être pour finir, quoi faire ? Le premier outil qui est à la disposition des autorités, des institutions européennes, c'est celle de l'utilisation des procédures d'infraction. Et la Commission a eu tout à fait raison de déclencher une série de procédures d'infraction à l'égard de la Hongrie sur les questions de société civile, sur la question de l'Université d'Europe centrale, plus récemment sur un cas de liberté d'expression suite à la fermeture d'une radio indépendante et contre les lois anti-LGBT. En fait, la Hongrie, ainsi que la Pologne, aujourd'hui est devenue un peu un laboratoire pour l'utilisation de la part de la Commission, et à juste titre, de ces procédures d'infraction pour des cas liés aux libertés fondamentales et à l'état de droit, ce qui montre à quel point la dérive en Hongrie actuelle a des implications très fortes sur l'application même du droit européen. Mais le retour à ces procédures d'infraction est souvent trop tardif, trop limité et trop lent. L'absence d'approche globale permet souvent aux États concernés de contourner les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Et par ailleurs, il est assez attristant de voir combien la Commission européenne échoue ou retarde ses réactions lorsque les États refusent de mettre en œuvre les décisions de la Cour, comme on l'a vu en Hongrie dans le cadre de l'Université d'Europe centrale ou de cette loi criminalisant les actions de certaines ONG. Article 7.
essentiel de raviver cette procédure qui, après 4 ans, 5 ans, ce qui concerne la Pologne, est en train de devenir de manière très inquiétante moribonde. Le manque d'action nous inquiète particulièrement. Les États membres sont à blâmer pour ce manque d'action. Ils ont profondément déçu les militants des droits de l'homme et de l'état de droit dans les pays concernés et prennent le risque de contribuer à une plus forte érosion même des valeurs européennes et à envoyer le très mauvais message à ces 2 États membres sous procédure, mais aussi à d'autres, qu'il y aura peu de conséquences pour les restrictions liées aux valeurs européennes. Et enfin, il était, toujours sur l'article 7, il est essentiel d'avancer très rapidement, et je pense que c'est quelque chose pour lequel on aimerait voir un leadership clair de la France, d'avancer vers l'adoption de recommandations spécifiques liées à une timeline sur la situation en Hongrie et en Pologne, et avancer, prendre des initiatives pour avancer vers le vote pour une détermination le plus rapidement possible, comme quoi les valeurs protégées par le traité font face à des risques graves. Enfin, effectivement, nous discutons très fortement ces semaines-ci de la question de l'utilisation de la conditionnalité pour la protection du budget européen contre les violations des principes de l'état de droit. Le mois prochain, le Conseil économique et financier des affaires économiques et financières devra prendre une position sur la base de cette proposition de décision de la Commission européenne. La Commission avait été claire sur un point, et je cite, « Pour qu'il soit considéré que ces mesures soient satisfaisantes, elles doivent mettre un terme aux violations des principes de l'état de droit. » Par contre, sur ce sur quoi elle n'a pas été claire, c'était de savoir si l'on peut considérer que la Hongrie pourrait raisonnablement résoudre les problèmes identifiés en quelques semaines, avec des propositions qui, sur le papier, pourraient apparaître positives, mais dont il reste d'énormes points d'interrogation par rapport à leur mise en œuvre et leur impact. On parle ici de corruption, de conflits d'intérêts, qui sont des choses qui sont très ancrées dans la situation en Hongrie. Il est important de voir de quelle manière cette situation a pu émerger. Il s'agit au-delà des propositions, des mesures de correction qui ont été proposées, de problèmes beaucoup plus graves et beaucoup plus profonds liés au manque d'indépendance du judiciaire et à l'absence aux obstacles qui sont mis face aux médias et à la société civile, qui sont des observateurs importants pour limiter ces risques. Alors, il sera important d'entendre le gouvernement français et les autres gouvernements européens avant la décision qui pourrait être prise en décembre. Et il est clair que l'abandon de cette décision ou le rejet par les États membres affecterait très gravement ce nouveau mécanisme qui a été créé il y a moins de 2 ans. Alors, pour conclure, nous considérons que l'utilisation de ces 3 mécanismes, procédure d'infraction, article 7 et conditionnalité, sont complémentaires et se renforcent mutuellement. On entend parfois que ces mécanismes pourraient être substituables, ce qui n'est absolument le cas. Il doit y avoir un message clair. Les valeurs européennes ne sont pas ouvertes à négociation ou à transaction. Ce message doit être clair alors que l'Union européenne cherche à s'opposer à l'autoritarisme en place en Russie et à ses conséquences brutales lors du conflit ukrainien. Et nous encourageons par conséquent l'Assemblée nationale à renforcer son propre suivi de la situation en Hongrie, en Pologne et potentiellement dans d'autres pays, et peut-être à suivre l'exemple du Bundestag qui, la semaine dernière, a pris une position très claire en appelant le gouvernement allemand à soutenir la proposition d'utilisation du mécanisme de conditionnalité. Je vais m'arrêter ici et j'attends vos questions avec impatience. Merci beaucoup. Dernière prise de parole pour ce premier tour de table. Peter Grieco, à distance. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon megtisztelő, hogy a francia nemzetgyűlés C'est un grand honneur pour moi de vous parler de ces questions très très importantes avec d'autres experts excellents. Moi-même, j'aimerais bien dire un grand merci à Madame Delvaux-Cornfield. Elle fait un travail vraiment très très important pour montrer que ce qui se passe en Hongrie mérite l'attention d'un public plus large au niveau européen. De quoi je voudrais vous parler aujourd'hui? Quelle est la relation entre l'érosion démocratique et
influence accrue au niveau international de la part de la Hongrie, qui essaye d'exporter son système illibéral et son système de démocratie informationnelle en tant que modèle. Donc c'est exporté dans d'autres pays. Je voudrais vous parler également du fait qu'il ne s'agit pas seulement de la sécurité de la Hongrie, mais de la sécurité de l'Union européenne. Quand on entre en contact avec d'autres grands pouvoirs comme la Russie et la Chine. Et ces relations existent entre la Hongrie et les pays mentionnés. La Hongrie est devenue une sorte d'autocratie informationnelle. Il ne s'agit pas de suppression, d'utilisation de la violence, mais augmente son influence grâce aux informations. La Hongrie est la seule autocratie informationnelle dans l'Union européenne. Et cela est en harmonie avec le constat que la Hongrie est un régime hybride d'autocratie. On a vu en 2019 que 79% des médias étaient sous l'influence du Fidesz. Lors des dernières élections d'avril de cette année, cette autocratie informationnelle a montré son pouvoir. Les messages étaient relayés dans un système presque orwellien. Avant les élections, une grande majorité des électeurs du Fidesz et une grande partie des électeurs étaient convaincus que l'opposition veut permettre d'exécuter des opérations de changement de sexe dans des écoles maternelles et était convaincu aussi que le 13e mois de retraite pension serait supprimé. Mais cela n'était pas vrai. Mais tout le monde, ou en grande majorité, les électeurs étaient convaincus de tout cela, ainsi qu'ils étaient convaincus que si l'opposition gagnait, les Hongrois allaient être envoyés en guerre en Ukraine. En 2014, la majorité des électeurs du Fidesz étaient pour une coopération avec les États-Unis, contrairement à une coopération avec la Russie. Mais aujourd'hui, la majorité disent qu'il faudrait choisir plutôt Moscou au lieu de Washington. 55% des électeurs choisiraient plutôt la Russie et seulement 24% les États-Unis. De manière générale, l'avis des électeurs sur l'Union européenne se dégrade également. Même si la majorité des Hongrois restent toujours pour l'Europe et l'OTAN, mais les campagnes qu'on voit aujourd'hui en Hongrie, par exemple, où les sanctions de l'Union européenne sont présentées en tant que missiles qui tombent sur la Hongrie, et quand on entend que tous les maux du pays viennent de Bruxelles, cela a des conséquences. Une de nos sondages montre que 50% des électeurs du Fidesz pensent que la Hongrie n'a même pas voté pour les sanctions européennes, alors que la Hongrie a déjà voté 8 sanctions au sein du Conseil. Donc les campagnes créent une perception faussée dans le public. Et ce système illibéral fondé sur des médias concentrés, la Hongrie veut exporter.
On voit les effets de la Hongrie au niveau international. La Hongrie veut créer un système d'alliance internationale, en commençant par Benjamin Netanyahu, Marine Le Pen et Donald Trump. On voit les investissements, on voit les conseils politiques. Là, Orban expand son influence en Macédoine, en Serbie, dans les pays des Balkans ou en Bosnie-Herzégovine. Il est en train de construire des centrales importants. Lors des dernières élections françaises, Marine Le Pen a réussi à obtenir un prêt de la part de la Hongrie, alors qu'auparavant, un prêt similaire a été obtenu à travers une banque près de Trump. Il y a plusieurs signes qui montrent que la Hongrie est devenue très fragile suite aux travaux du gouvernement face aux services de renseignement russes, que cela est devenu dangereux même pour l'Union européenne. Le nombre des expulsés, des diplomates expulsés n'augmente pas. Il y a de plus en plus de diplomates russes en Hongrie. Actuellement, il y a 56 diplomates russes qui travaillent à l'ambassade à Budapest, alors que l'année dernière, il n'y en avait que 46. 13 à Varsovie, 3 dans d'autres capitales de l'Europe centrale. Donc on voit que le nombre de diplomates dans les ambassades et le nombre de ceux qui travaillent pour les renseignements étrangers en général sont corrélés. Très surprenant, c'était que il y a eu un invité en Hongrie. La Hongrie avait invité un représentant d'une banque d'investissement russe dont on sait qu'il est très proche des renseignements. Et cette banque a pu même s'installer en Hongrie et peut désormais inviter qui bon lui semble. Et la situation n'a pas changé depuis le début de l'invasion de la Russie par l'Ukraine. La République tchèque, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie ont indiqué qu'ils se retirent de cette banque d'investissement, mais la Hongrie continue à l'accueillir allègrement. Le fils du chef du renseignement de la Russie a reçu une autorisation d'installation en Hongrie et en plus il a une adresse déclarée en Hongrie dans l'appartement d'une personne proche du Fidesz. Et cela pose des questions très importantes. Il paraît que la Hongrie ouvre grand ses portes devant les renseignements russes et chinoises. Et l'Europe et l'OTAN doivent en être conscients et doivent pointer du doigt ces changements. Nous avons déjà entendu des idées excellentes. Quels sont les points de vigilance? Je voudrais les compléter de quelques points. Il serait naïf de notre part de penser que si Orban reçoit les fonds européens, qu'il s'agisse des fonds de résilience ou de relance ou des fonds de cohésion, il va arrêter sa politique qu'il
qu'il représente de plus en plus fort depuis des années. En ce qui concerne la politique des affaires extérieures, qu'il s'agisse de la Russie, l'Israël, l'Ukraine ou des accords de libre-échange, la Hongrie pose souvent son veto. Donc si Orbán reçoit son veto, il serait naïf de penser qu'il va changer sa politique. Il est important aussi de voir que suite à la situation économique dégradante, il est moins soutenu. La population n'est pas contente. On peut s'attendre à ce que grâce à cela, il va y avoir de plus en plus de tentatives de sa part d'opprimer les voix d'opposition. Il fait tout pour mettre fin à des messages qui seraient pour l'Europe. Il mène une campagne vraiment contre l'Europe et les sanctions. Et dans cette période, on voit que plusieurs ambassades, des ambassadeurs comme l'ambassade de l'Allemagne et des États-Unis, osent se confronter avec le gouvernement hongrois quand il s'agit des questions ou des sujets comme par exemple les États-Unis s'ingèrent dans la vie politique de la Hongrie. Les ambassadeurs ne laissent plus passer ces propos. On voit également la diplomatie française s'affirmer. On voit que la France s'occupe de la Hongrie et je pense que plus en plus on entend les voix européennes en Hongrie, ceux qui pensent que cette politique qui tend vers l'Est n'est pas dans l'intérêt de la Hongrie pourront voir un espoir. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour vos interventions. Je vais tout de suite passer la parole aux collègues. Et pour le groupe Renaissance, Brigitte Klinkert pour 2 minutes. Merci Président, merci Mesdames, Messieurs pour cette table ronde qui nous permet de partager nos réflexions et malheureusement aussi nos inquiétudes sur l'état de droit en Hongrie puisque, vous l'avez bien dit, depuis le retour d'Orbán au pouvoir en 2010, on peut dire que tous les segments de la vie publique hongroise ont été touchés par une même stratégie de contrôle et une stratégie de restriction des libertés. Je souhaite vous partager l'inquiétude aussi du groupe Renaissance. Vous avez évoqué la réforme de la Constitution de 2020. Il y a déjà eu la réforme de la Constitution de 2011 qui a retiré à la Cour constitutionnelle une grande partie de ses prérogatives. Je voudrais revenir sur nos inquiétudes relatives aux atteintes à la liberté de la presse qui sont de plus en plus manifestes et d'ailleurs une manifestation a eu lieu le 4 novembre, je crois, et a rassemblé plusieurs milliers de personnes devant le siège de la télé publique pour dénoncer, je cite, une machine à propagande. Inquiétude aussi pour l'éducation, pour le milieu académique, puisque plusieurs universités étrangères, l'Université d'Europe centrale notamment, sont limitées dans leurs activités, mais aussi le fait qu'il n'y a plus de ministère de l'éducation et que le secrétaire d'État de l'éducation dépend du ministre de l'Intérieur. À titre personnel, j'ai aussi eu, ayant quelques connaissances hongroises sur mes réseaux sociaux, il y a quelques semaines, des messages disant « Oh là là, qu'est-ce que ça va mal en France, c'est terrible en France ». Mais ma question à vous tous, c'est quelle est la vraie relation entre Poutine et Orbán. Et en tout cas, merci pour ces réflexions que vous nous avez partagées. Et sachons tous ensemble mettre en avant les valeurs humanistes que nous portons collectivement à l'échelle européenne. Merci beaucoup. La parole est à Thibault François pour le Rassemblement national.
Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame et Messieurs les intervenants. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos interventions et toutes vos présentations qui étaient évidemment parfaitement impartiales, tout autant que la composition du panel sur la situation en Hongrie. Alors sur ce sujet, la Commission européenne, au passage non élue, a décidé le 18 juillet dernier d'enclencher le mécanisme de conditionnalité. Alors vous l'avez dit, et c'était à l'encontre de la Hongrie. Ce dispositif permet de bloquer les versements de fonds européens des États membres ou à un État membre. Alors ensuite, le Parlement européen, vous l'avez également dit, a voté une résolution non contraignante qui désignait la Hongrie comme étant, je cite, un régime hybride d'autocratie électorale. Donc en l'espèce, tout ça pour dire que la Commission souhaite retenir une partie des fonds de cohésion de 2022 qui étaient destinés à la Hongrie et le montant total est pour une bagatelle de 7,5 milliards d'euros. Alors ces fonds sont pourtant légitimes pour la Hongrie au titre de leur adhésion à l'Union européenne et de leur application pour obtenir ces fonds européens. Et évidemment, la qualification de la Hongrie comme ce régime hybride d'autocratie électorale, comme vous l'avez dit, est un fait politique majeur qui constitue en fait une redéfinition totale de la notion et du principe même de fondamental de démocratie par le Parlement européen. Alors finalement, la démocratie ne consisterait plus à gouverner en fonction des aspirations et des besoins de la majorité des citoyens d'un seul pays, mais en fait dans l'adhésion à un corpus de valeurs, si on veut, progressiste et mondialiste qui est voulu et semblerait-il décidé par la Commission européenne, qui, je le rappelle encore une fois, n'est pas élue. Alors moi, je vais vous rappeler simplement que le Fidesz, qui est un parti au gouvernement, qui était affilié au PPE, donc c'est-à-dire les Républicains en France, a été élu aux dernières élections à plus de 54% des voix et pour la 4e fois depuis 2010. Et d'ailleurs, la Hongrie jouit d'un mode de scrutin électoral qui est proportionnel. C'est pas le cas en France. Et en réalité, le seul but de la Commission européenne est de faire en sorte que la Hongrie s'aligne à d'autres pays européens en matière d'immigration, d'économie et de politique internationale. Alors moi, je vous somme que nous puissions revenir à un principe de souveraineté nationale et rappeler que c'est bien les États membres qui doivent déterminer leurs lois eux-mêmes et non pas des instances supranationales ou bien encore moins des ONG dont les financements restent plus que troubles. Je vous remercie. Merci. La parole est à Frédéric Petit pour le groupe démocrate. Merci Monsieur le Président. Merci à nos intervenants de cette table ronde. Je suis moi le député des Français qui habitent en Hongrie. J'habite moi-même en Pologne. Vous savez qu'en France on a un système un peu bizarre, mais qui est intéressant et donc je représente ici des gens dont beaucoup sont des doubles citoyens. Et en tant que représentant du groupe Mouvement démocrate, c'est sur la citoyenneté et la comparaison entre citoyenneté et dirigeants que je voudrais faire porter mes questions. D'abord, suite à l'intervention précédente, j'en ai un peu assez d'entendre que l'exécutif européen n'est pas élu. Ça me fatigue. Non, ce n'est pas le cas. Un exécutif, c'est un démo. Voilà, il y a énormément de gouvernements où élu, ça veut pas. Je veux dire, l'exécutif, il a des modes de désignation. L'exécutif européen, il est passé devant le Parlement, il a été accepté par le Parlement, il me semble. Voilà, il y a des modes de désignation. Nous avons un Parlement élu et après, il y a des instances qui font que démocratiquement, voilà, ça arrive. Chaque pays, chaque système choisit. Il est faux de dire que, de manière dénigrante, que la Commission européenne n'est pas élue. Et la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Et si on veut être précis, ce qui est en question, que ce soit en Pologne ou en Hongrie, en Pologne, c'est ce que je dis souvent à mes amis polonais, on ne peut pas juger un juge. Voilà, c'est la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas les valeurs, évidemment, que les électeurs décident, mais ils décident avec une séparation des pouvoirs. C'est ça la démocratie, et c'est ce que nous portons au MoDem, je vous le rappelle, depuis la fin du 19e siècle. Mes questions vont porter sur, et en particulier pour M. Créco, parce que je connais bien quand même cette situation, je représente des citoyens qui habitent là-bas. J'ai des questions qui portent sur le rapport entre les citoyens et leurs dirigeants, en général. Et je vais les faire porter sur 3 types de questions. Je crois que la situation hongroise, la société hongroise, d'ailleurs comme la société polonaise, est anti-corruption, anti-russe et pro-Union européenne. Comment se fait-il et comment voyez-vous que la relation avec la Russie des dirigeants soit assez différente de la relation qu'on sent chez les Russes? Et j'ai aussi une question, la deuxième question, c'est pourquoi n'y a-t-il plus dans ces pays-là de figure de l'opposition, de leader de l'opposition, comme nous avions Guérémec, comme nous avions des gens. C'est-à-dire, je trouve que la solution doit venir de l'intérieur par des oppositions qui accepteraient le jeu des partis politiques. Nous avons besoin d'une démocratie vivante avec une séparation des pouvoirs, a besoin de partis politiques qui prennent leurs responsabilités. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste. Et apparenté.
apparentés, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci pour, Monsieur le Ministre, pour les interventions des unes et des autres, finalement, sur le sujet. Et je voulais juste aussi rappeler, effectivement, que la première des valeurs communes est celle des États de droit, en tout cas, c'est celle de l'attachement de nos démocraties au refus des concentrations de pouvoir, et ça a été rappelé précisément ici. Et moi, je continue le temps, et très peu, en 1 minute 30, ce que nous pouvons faire ensemble. Et je voulais un petit peu avoir votre avis, parce qu'au plan international, institutionnel, a priori, rien ne peut se faire à travers les traités de l'Union, qui permettent d'exclure un État membre contre son gré ou même suspendre son appartenance. On peut recourir peut-être à la Cour de justice, mais cela est long et aléatoire. On peut aussi recourir à la procédure de l'article 7, qui permet de suspendre le droit de vote d'un pays. Le Parlement européen l'a fait en 2018, mais la règle de l'unanimité ne se prête guère à son recours. Il y a l'arme financière que nous avons évoquée, d'ailleurs qui peut toucher fortement, frapper fortement, mais il y a aussi ce donnant-donnant qui peut être exigé par la Hongrie finalement pour obtenir par exemple ne pas être sanctionné par l'Union européenne en échange, donc proposer aux États membres de lever son veto lorsqu'il y a effectivement il y a seulement quelques heures une riposte d'une stratégie de donnant-donnant. On est encore là-dessus. Donc de peut-être propositions supplémentaires que je voulais avoir votre avis. D'une part, je souhaite ici que les débats comme celui proposé par notre président de la Commission des affaires européennes se multiplient pour informer nos élus, nos concitoyens. Et d'autre part, est-ce qu'on ne peut pas saisir toutes les opportunités de lier justement des relations et des échanges, de donner des espaces d'expression à des oppositions, finalement à toutes celles et tous ceux des Hongrois qui refusent cette situation, qui travaillent à un mouvement de changement et d'éloignement de ces menaces et signes. Et je pense aussi peut-être l'opposition parlementaire. C'est une prochaine invitation que moi je souhaite ici formuler auprès de vous, Monsieur le Président, de faire un petit point aussi de la diplomatie parlementaire et comment finalement on peut accompagner tous ceux qui s'opposent à ces régimes vraiment, je dirais, autocrates. Merci beaucoup. La parole est à Christophe Plassard pour le groupe Horizon et Apparentés. Voilà, et je cède 30 secondes de mon temps à mes amis du mouvement démocrate. Je ferai court. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les intervenants, tout d'abord, donc merci pour votre intervention. Après l'agression de l'Ukraine par la Russie, on a pu voir pointer des divergences entre Viktor Orban et son homologue polonais, notamment sur l'attitude à adopter vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine. Pourtant, hier, l'explosion d'un missile en Pologne, dont on n'a pas encore clairement identifié l'origine, semble avoir remis toutes ces divergences en cause, puisque Viktor Orban a convoqué immédiatement un conseil de défense à 20h, comme l'a annoncé son porte-parole. En attendant que toute la lumière soit faite sur cet événement grave, ce dernier semble avoir remis en question les différends passés et rappelé que le lien qui unit les nations membres de l'OTAN et de l'Union européenne reste particulièrement fort, malgré tout. Sans que tout cela doive nous faire oublier la question du respect des droits fondamentaux qu'on a évoqués longuement aujourd'hui, nous devons rester unis pour défendre nos partenaires qui, eux aussi, peuvent être agressés militairement. La question que je voudrais vous poser est donc la suivante. La crise militaire qui est en train de se dérouler en Europe et qui semble provoquer une prise de conscience de la part de Viktor Orban nous indique que personne n'est à l'abri, ne peut être épargné par l'expansionnisme russe. Cette crise peut-elle renforcer le sentiment et surtout la nécessité d'adhésion à l'Union européenne et à ses valeurs? Autrement dit, est-il possible qu'une intégration plus grande de la Hongrie dans l'OTAN et dans le bloc occidental permette d'améliorer la situation que vous avez décrite? De façon donc un peu plus optimiste, à défaut d'action par conviction européenne, peut-on imaginer que des progrès démocratiques soient motivés par la nécessité de rester protégés par l'Europe? Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non. Si ce n'est pas le cas, je vous propose, chers intervenants, de répondre dans l'ordre dans lequel vous êtes intervenus dans ce premier tour de parole, en vous cédant tout de suite la parole. Merci. Très bien. Par rapport à l'influence russe et à Vladimir Poutine, les choses sont extrêmement peu claires. Oui, il y a le dernier siège de la banque russe est à Budapest et pas ailleurs. Oui, on sait, ça c'est prouvé. Il y a eu pendant très longtemps
par un hasard, visiblement, de mauvaise sécurité des systèmes de sécurité hongrois. Il y avait un accès direct des services de sécurité russes sur les services de sécurité hongrois, qui ont reçu beaucoup d'informations ces dernières années. Bon, c'était un leak, paraît-il, c'était un problème technique. Voilà, il y a ce genre de choses. Il y a évidemment la venue régulière de représentants russes à Budapest. Donc les inquiétudes, elles sont logiques, elles sont effectivement, voilà, c'est aussi un haut lieu de désinformation. Ça a été dit par M. Créco, je crois que c'est revenu par ailleurs. Les raisons principales de la réussite de Viktor Orban aux dernières élections, elles sont sur deux sujets. Le premier sujet, c'est effectivement qu'on a une population à qui on raconte que l'Union européenne s'apprête à changer le sexe des enfants dans les écoles maternelles. C'est pas une blague, c'est réel. J'ai rencontré des gens lors d'une mission, ils le pensent sincèrement. Un chauffeur de taxi qui était tout à fait convaincu, et je pouvais lui raconter tout ce que je voulais. C'est comme de raconter aux gens qu'on décidait que la Terre est plate. Je veux dire, à un moment donné, on arrive à ce niveau-là de désinformation. Donc, à Budapest, il y a des gens qui... Et Budapest, c'est un des derniers lieux où l'information est plus plurielle qu'ailleurs. Le reste de la Hongrie, il y a un vrai schisme en Hongrie entre la Budapest et le reste de la Hongrie. Budapest, c'est encore un lieu où on rencontre des gens qui ont accès à l'information extérieure et qui du coup, savent être critiques. Bon, il y a vraiment des gens qui pensent que l'Union européenne s'apprête à changer le sexe des enfants dans les écoles maternelles. L'autre grand truc, c'était quand même qu'on allait envoyer des Hongrois à la guerre en Ukraine. Et ça a été une réaction épidermique, tout d'un coup, de ne pas voir les jeunes partir. Voilà, c'est le seul pays où on a cru qu'il y aurait une armée européenne qui réquisitionnerait les jeunes. Donc oui, la désinformation, elle est aussi énorme. Est-ce qu'elle est toujours volontairement en faveur de la Russie ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires ou est-ce que c'est simplement un jeu? Il y a un vrai problème de dépendance énergétique de la Hongrie, qui est certainement le pays le plus dépendant de tous les pays de l'Union européenne, même plus que la Pologne, par rapport à la Russie, et qui en plus est dans une situation financière tellement exsangue, et ça on le sait aussi, que la Hongrie a réussi à raconter pendant des années qu'ils allaient bien financièrement. Je ne sais pas comment ça pouvait ne pas être flagrant, parce que tout le monde le savait, mais enfin, continue à y avoir des articles qui disaient que peut-être il y avait une espèce de prospérité en Hongrie, ça n'était absolument pas le cas. Les dernières élections ont coûté très cher à Viktor Orban puisqu'il a accumulé les petits gestes auprès d'un certain nombre de populations pour être sûr de gagner le vote là aussi, et du coup on savait qu'il serait en banqueroute immédiatement après les élections. Ça s'est avéré vrai, donc il peut encore moins que d'autres essayer aujourd'hui de diversifier son énergie. Voilà, donc ce qui semble être notre analyse, c'est quand même qu'on est plus sur tenir les deux fers au chaud que réellement une alliance d'un côté ou d'une autre et d'une allégeance de notre. Mais, et d'ailleurs, parfois, quand ils sont honnêtes, ils le disent. Ils disent de toute manière, pour des questions énergétiques, aujourd'hui, ce que vous nous demandez est trop dur. Voilà. Deuxièmement, je voudrais vraiment être très claire sur le fait que les mécanismes qui peuvent empêcher l'argent européen d'aller en Hongrie, et qui sont de deux ordres, le plan de relance d'un côté et la conditionnalité sur les fonds de provision. Dans les deux cas, la problématique, c'est bien celle de la corruption. Il n'y a malheureusement, moi je dis malheureusement, mais peut-être ça peut vous servir à vous, au Rassemblement national, sachez-le bien, c'est absolument pas pour des questions de droits fondamentaux. On ne peut pas empêcher un pays d'avoir de l'argent même s'il tabasse ses LGBTI. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. La seule raison qui peut faire agir, c'est de dire il y a un mauvais usage de l'argent européen. Et c'est ça qui fait que et le mécanisme de conditionnalité est pensé pour la Hongrie et le plan de relance a été refusé pour la Hongrie, c'est bien parce que l'argent disparaît. Il ne disparaît pas totalement, ça a été prouvé par plein de rapports du Gréco à l'OLAF, à la Commission de Venise et à des tas d'autres, que l'argent il va dans la poche par exemple du gendre de Viktor Orban et d'un certain nombre d'oligarques. Il y a aussi des choses qui n'ont pas été construites jusqu'au bout, enfin, etc., etc., etc. Donc c'est la seule raison. Et si effectivement sont mises en place des réformes anticorruption véritables, allié à une indépendance de la justice, puisqu'il ne peut pas y avoir de réforme anticorruption s'il n'y a pas une indépendance de la justice. Ça veut dire que même si il y avait une entité indépendante, une structure indépendante anticorruption efficace en Hongrie qui était mise en place, si ensuite, quand elle arrive devant les juges, on est face à des juges qui sont complètement liés au gouvernement, comme c'est le cas actuellement, puisque c'est le gouvernement lui-même qui a placé beaucoup de ces juges, notamment dans les plus hautes instances, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut à la fois
indépendance de la justice et mesures anticorruption, si les deux devaient être mis en place, si sous le fait de la pression de l'argent, effectivement la Hongrie, et considérant qu'ils ont assez rempli leur poche et qu'ils sont assez bien installés, donc maintenant ils se disent bon bah finalement l'argent il faudrait peut-être qu'il aille à la population, parce qu'en plus la population en a besoin. Si même on arrivait dans cette configuration, dans l'année qui vient, c'est ce que semble la Commission et le Conseil semblent croire, moi j'ai du mal à y croire, mais voilà, c'est eux qui jugent, ça ne changera rien sur le reste. C'est-à-dire que tout le reste du systémique, les droits fondamentaux, le manque de pluralisme des médias, etc., restera là, et c'est pour ça que l'article 7 doit rester en place, et c'est bien comme ça que nous définissons l'état de droit au niveau du Parlement européen. C'est effectivement un système démocratique qui fonctionne, une indépendance de la justice, des médias indépendants, et nous ajoutons les droits fondamentaux, mais ça n'est pas la définition pure de l'état de droit. L'état de droit, c'est déjà d'avoir, pour la Commission et le Conseil, c'est déjà d'avoir une indépendance de la justice et des médias pluralistes, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est une définition claire. Ça n'empêche pas d'arriver au pouvoir de manière majoritaire. D'une part, parce qu'il y a des systèmes, et nous les connaissons, nous les avons dans tous nos pays, on peut changer les circonscriptions, on peut changer les modes de calcul, on sait très bien qu'on peut obtenir une majorité, mais en plus, je voudrais être très claire là-dessus. Il ne peut pas y avoir de démocratie qui fonctionne quand l'opposition ne peut pas avoir accès aux médias. C'est très très simple. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Viktor Orban gagne les élections de manière démocratique. Il obtient effectivement des majorités dans un système où l'opposant, sur les 3 mois précédant l'élection, a eu 5 minutes sur 3 mois, dans toutes les chaînes et dans tous les médias. Radio, télé, médias, Internet, qui sont toutes aux mains du pouvoir puisqu'elles ont toutes été rachetées et opportunément, entre 2017 et 2019, données à une structure opaque créée par le gouvernement qui s'appelle la KESMA et qui gère tous les médias. Donc, ils sont tous aujourd'hui là-dedans, ils appartiennent tous à des proches de Viktor Orban et tous ces médias ont donné en tout et pour tout 5 minutes à l'opposition. C'est-à-dire en France, imaginez si dans les 3 mois qui précèdent une élection, il n'y avait qu'une seule voix qu'on entendait tout le temps et qu'en plus cette voix dit des mensonges, parce que des mensonges sont dits sur l'Union européenne, sur la Russie, sur l'Ukraine, encore une fois sur ce que l'Union européenne propose aux enfants dans les écoles maternelles et qu'il n'y a pas, et ça c'est un immense défaut de l'Union européenne pour se défendre en face. Aujourd'hui, excusez-moi, je suis longue, je finirai là-dessus. Aujourd'hui, il y a des immenses panneaux dans toute la Hongrie, jusque dans les provinces les plus reculées, des panneaux officiels du gouvernement qui disent des mensonges sur l'Union européenne. Et l'Union européenne laisse faire. Moi, il y a un moment où là, je ne sais plus quoi faire, parce que c'était déjà le cas en 2017. Juncker il y avait des panneaux qui écrivaient Jean-Claude Juncker, traître, Judith Sargentini, traître, donc des noms européens avec, voilà, traître aux Hongrois, etc. Et l'Union européenne, à l'époque, déjà n'avait pas su agir, et elle ne sait pas agir à nouveau. Donc, ça n'est pas une démocratie qui fonctionne de manière normale. Merci beaucoup. Monsieur Balache, je vous passe la parole. Ici, parce que je partage absolument les propos de Mme Delbos-Corfield. Et j'ajoute que sur les panneaux, aujourd'hui, il y a une bombe de la Deuxième Guerre, d'ailleurs, et sur la bombe, c'est sanctions. Mais sanctions, c'est une allusion équivoque parce qu'on ne dit pas clairement qu'il s'agirait des sanctions contre la Russie à cause de l'agression en Ukraine. Ça fait allusion aux sanctions potentielles si on suspend les fonds concernant la Hongrie. Mais l'écriture dit que les sanctions nous ruinent. Les sanctions de Bruxelles. M. Orban ne dit jamais Union européenne, il parle toujours de Bruxelles, qui est une allusion à une conspiration internationale contre son pays. L'ennemi public à Budapest de nos jours est l'ambassadeur des États-Unis parce qu'il fait des actions, il contacte des organisations, donc il est sous attaque, mais il le supporte très bien. Orban n'a jamais caché, dès le début, dès son réélection en 2010, son adoration pour des régimes autocratiques. Il pense et il dit
que ce sont des régimes forts qui conduisent bien leur pays. C'est ce qui explique ces relations étroites avec la Chine, avec la Turquie. Il est le partenaire, l'unique partenaire du président Erdogan dans l'opposition contre l'adhésion de la Suède et de Finlande à l'OTAN. Et il y a d'autres exemples. Il y avait une question, pourquoi cette relation? Donc, avec Poutine, Orbán a maintenu dès le début une relation amicale. Poutine et Orbán se rencontraient avant la pandémie chaque année, qui est bien rare à haut niveau entre deux leaders politiques. Il y avait même une année quand il y avait 2 rencontres. La situation est semblable avec les autres leaders autocrates et on ne sait pas. Et dans la presse, il y avait des hypothèses. Pourquoi cette amitié? Parce qu'on ne voit pas la récompense. La Hongrie paye un prix élevé pour le gaz russe. On n'a pas d'avantages spéciaux en ce qui concerne l'économie. Il y avait des hypothèses sur un chantage, on ne sait pas très bien comment et pourquoi, ou une autre récompense, une intervention potentielle russe dans les élections prochaines en Hongrie. Il y avait une question sur l'opposition. L'opposition est divisée et parfois manipulée par Orbán. Il y a plusieurs partis, mais sans médias, sans support matériel. Orbán a suffoqué la société civile, les syndicats ne peuvent pas jouer leur rôle et la propagande abuse régulièrement de la position du gouvernement. Il y a une campagne continue qui ne se limite pas aux quelques mois avant les élections, mais pendant tout le temps, il y a une campagne en faveur du gouvernement. Et à la fin, il y a la loi d'élection qui assure un avantage aux gagnants. Donc, Orbán récolte, il y avait déjà des cas quand, avec 40 et quelques pourcents, il a atteint les 2/3 des sièges au Parlement. Merci beaucoup. Monsieur Dame, je vous passe la parole. Bien sûr, merci. Quelle est la relation entre Poutine et Orbán? Je vais laisser cette question aux experts. Par contre, je voulais donner quelques exemples du mimétisme, de ressemblance entre les outils répressifs pratiqués en Russie et en Hongrie, ce qui, je pense, donne un éclairage sur ce qui se passe dans ce pays. J'ai parlé tout à l'heure de cette loi qui avait été proposée, qui avait été adoptée pour mettre le doigt sur les ONG qui recevaient des financements étrangers, qui devaient s'identifier comme tels, même si ces financements étaient publics. Elle devait mentionner cette réalité sur l'ensemble de leur documentation. C'est un copier-coller de la loi russe sur les agents étrangers adoptée en 2000 russe. La question de limiter les discussions sur les questions LGBT, a une ressemblance assez claire sur la loi de propagande anti-LGBT, contre la propagande LGBT, aussi adoptée à Moscou il y a une dizaine d'années. Et on peut trouver quelques autres exemples. Je voulais aussi mentionner le fait que l'Union européenne aurait voulu prendre le leadership auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en septembre pour créer un mécanisme d'enquête internationale sur la situation des droits humains en Russie, sauf que l'Union européenne l'a fait à 26. Puisque la Hongrie a cherché à bloquer ce processus pendant plusieurs semaines afin de protéger la Russie d'un mécanisme tout simple qui visait à documenter les violations des droits humains en Russie. On ne parle pas de sanctions, on parle de documentation uniquement. Et très clairement, ça montre les liens en matière de relations internationales et l'impact sur le rôle de l'Europe au niveau global que certains agissements décidés par le gouvernement de Viktor Orbán peuvent avoir. Lorsque la Hongrie a adhéré à l'Union européenne, elle a adhéré aux valeurs qui sont incluses dans les premiers paragraphe du traité: démocratie, état de droit, droit de l'homme, droit des minorités, tolérance, non-discrimination. C'est exactement ce dont on parle. Et les droits de la Hongrie sont aussi liés à ces obligations et au respect de ces valeurs. Et je pense que c'est important de le rappeler lorsqu'on parle de la manière avec laquelle les institutions européennes ont non seulement un devoir mais une obligation de se pencher sur ces questions. C'est une responsabilité institutionnelle, c'est une responsabilité de mise en œuvre et c'est une responsabilité
responsabilité par rapport au traité. Le mécanisme même de conditionnalité dont on a parlé beaucoup aujourd'hui est basé sur le droit européen. C'est une directive qui a été adoptée avec la participation de la Hongrie, des élus de la Hongrie auprès du Parlement européen. C'est le droit européen, c'est aussi l'état de droit et la manière avec laquelle les institutions peuvent fonctionner. Il est important, il est essentiel même que la Commission européenne, du fait de son mandat, mettre en œuvre cet outil qui a été adopté par l'ensemble des États membres et qui a été validé par le Parlement européen. Voilà, je vais juste m'arrêter ici et je vous remercie encore pour votre attention. Merci beaucoup et je donne tout de suite la parole à Peter Kréko. Beaucoup de propos importants ont déjà été énoncés, donc je serai bref. En effet, c'est un événement important que quelqu'un a mentionné. Il y a eu des manifestations importantes à Budapest, et non seulement à Budapest, mais à d'autres grandes villes également, concernant la limitation des droits des enseignants ou des droits à la grève. 65-70 000 personnes et par an ont marché dans les rues dans un pays de 10 millions de personnes. Ceci est important donc. Il est aussi important de souligner à nouveau qu'en Hongrie, tout le monde n'est pas d'accord avec la politique d'Orbán. Il y a toujours une souche de la société assez large qui considère que la démocratie est une valeur importante. Viktor Orbán, et quant à la question concernant le rôle international d'Orbán et concernant la relation entre la Russie et la Hongrie, il souhaite avoir un rôle spécial. Il veut pouvoir bloquer ou ralentir le fonctionnement des institutions internationales quand et si il considère que ces institutions ne servent pas les intérêts hongrois. Mais ceci évoque des questions importantes et inquiétantes de savoir pourquoi la Hongrie agit ainsi et surtout concernant la position très spéciale vis-à-vis de la Russie, nous avons pu constater que cette position sape complètement la crédibilité de la Hongrie sur la scène internationale. Il est difficile de comprendre quel est l'intérêt politique dans cette relation très proche avec Poutine pour Orbán. Ce qu'on sait certainement, c'est qu'il existe des investissements, surtout dans le domaine énergétique, mais dans d'autres domaines également, qui profitent au cercle direct d'Orbán. Il s'agit là des investissements corrompus et bien sûr, ceci sont des moteurs, un moteur important de cette relation proche avec la Russie. Par exemple, l'élargissement de la centrale nucléaire de Paks par Rosatom sert un intérêt financier d'un cercle autour d'Orbán. Et donc, encore une fois, les intérêts financiers servent non pas le pays, mais le cercle proche du pouvoir. Mais l'idéologie est également très importante. Depuis 2014, Orbán parle constamment de la descente et du déclin de l'Occident et que Chine a déjà pris le rôle du leader sur la scène internationale. Si quelqu'un base sa politique sur ce constat, il est difficile d'arriver à d'autres constats que de vouloir être dans une relation proche avec la Russie ou la Chine, comme M. Balázs l'a mentionné. Je suis tout à fait d'accord avec un autre préopinant qui a dit que la souveraineté nationale est importante. Mais c'est justement ceci qui évoque des questions. Dans quelle mesure est un pays souverain dont les décisions de politique étrangère sont dictées ou semblent être dictées par la Russie, un pays où la rhétorique russe est diffusée au sein de la société, disant qu'il faut suivre cette rhétorique de propagande. C'est une question. Et quand
à la qualité des élections hongroises et quant à la question de l'équilibre ou de justesse de la procédure ou du processus électoral, dans les rapports de l'OSCE, il est clair qu'on ne peut pas parler d'élections libres. La situation informationnelle est tellement peu équilibrée que la plupart des électeurs ne peuvent pas prendre une décision informée. Oui, la majorité de la société est contre la corruption et contre la Russie, mais il existe une politique tribale qui ne parle pas à toute une société, mais qui parle qu'à ses propres électeurs. Et c'est ce que nous voyons parmi les électeurs de Fidesz. Il s'agit là comme une guerre entre les tribus. Il faut acquérir les acquis à l'encontre de l'ennemi. Et même si la plupart des électeurs de Fidesz voteraient aujourd'hui pour rester dans l'Union européenne, mais cette amitié avec la Russie devient de plus en plus dominante, même si la droite en Hongrie, traditionnellement, a toujours été très critique vis-à-vis de la Russie, surtout à cause de l'héritage soviétique. Donc, on voit que dans cette autocratie informationnelle, on peut beaucoup plus facilement changer l'opinion publique que dans une démocratie libérale. Et finalement, concernant la question de savoir, d'une part, ce qu'on peut constater parmi l'opposition. Donc, le fait qu'Orbán a pu gagner les élections dernières avec une majorité importante, ceci est en partie à cause de la guerre en Ukraine et de sa proximité qui a donné un argument à Orbán qui s'est présenté comme étant la partie pour la paix. Une autre raison, c'est l'autocratie informationnelle et aussi la faiblesse de l'opposition. Ceci n'est pas toujours vrai en Hongrie, ceci aurait pu être différemment. Mais donc, en effet, c'est très important d'être unis. Quand on regarde la réaction de Viktor Orbán aux événements polonais d'hier, on constate qu'il existe des situations dans lesquelles c'est peut-être plus difficile d'agir en cavalier seul. Et récemment, on voit que la Hongrie a ce rôle de cavalier seul plus facilement au sein de l'Union européenne qu'au sein de l'OTAN. Souvent, on essaye de garder la Hongrie dans le mainstream politique européen et l'OTAN a un rôle très important à jouer et a plus de succès dans ce domaine que l'Union européenne. Il semblerait qu'il s'agit là d'un missile ukrainien et non pas russe et là, bien sûr, le gouvernement hongrois a parlé plus facilement. Tant qu'il s'agissait éventuellement de l'idée qu'il s'agissait d'un missile russe, la Hongrie ne répondait, ne réagissait pas trop. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos réponses aux questions des parlementaires. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vois une réaction de Thibault François pour le Rassemblement national et Frédéric Petit ensuite pour le Modem. Oui, je vous remercie. Simplement une réponse très rapide parce que je sais qu'on doit tous aller en session. Simplement pour la clarté des débats, je tenais à souligner que les devoirs ont été faits. Du coup, l'intégralité des personnes qui sont représentées autour de la table, en exclusion de Madame le député européen, ont tous été financés par la fondation de George Soros. Donc les chiffres sont publics, donc c'est pas un fantasme. Donc la Central European University, 332 millions d'euros. Le think tank Political Capital, 250 000 euros de l'Open Society Foundation et pour monsieur le dernier, Human Rights Watcher, 350 000 euros. Donc voilà au moins un point commun que j'aurais trouvé entre tous les orateurs, sauf vous, évidemment, Madame le député européen. Merci. La parole est à Frédéric Petit. Oui, quand on parle de séparation des pouvoirs, ça veut dire qu'on parle de séparation des pouvoirs. Donc effectivement, qui doit décider qu'on fait une thèse? Est-ce que c'est le président de la République ou est-ce que c'est des organismes indépendants? Évidemment, les financements que vous avez cités sont des financements publics et on sait qui, voilà, et c'est tout. Et c'est un travail académique et il y a une séparation des pouvoirs et tout va très bien. Et quand on lit quelqu'un, on sait
Et alors, on le sait. Mais quand je lis n'importe quel article, quand je lis un livre, je regarde qui l'écrit. Évidemment, évidemment. Mais les clartés des débats, chers collègues, je n'ai pas besoin que vous me rappeliez que quand je lis un livre et quand j'écoute un intervenant, qu'il soit ici ou qu'il soit ailleurs, je sais d'où il vient parce que c'est mon travail. Ce n'est pas. Vous faites de ça une espèce de systématique. Vous additionnez des adjectifs à vos phrases pour en faire une espèce de machiavélisme. Mais oui, quand je lis Tim Snyder, eh ben je lis un chercheur américain et je sais d'où il vient, je sais ce qu'il pense, mais il m'aide à réfléchir et je suis libre. Je reste libre parce que je sais d'où il vient. Donc nous sommes bien là en démocratie avec une séparation des pouvoirs. Voilà. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur la Hongrie parce que je m'excuse, les intervenants le savent très bien, mais je le dis pour mes collègues. Il y a eu 2 événements hier qui ont concerné la Hongrie. Il y a eu ce qui est tombé en Pologne, qui est une chose, qui est tombé sur un village qui s'appelle Przewodów, et Przewodów, tout le monde sait en polonais que ça veut dire les câbles électriques, donc là, il y a pu y avoir quelques interprétations rapides, et il y a eu dans la journée, parce qu'il y a eu hier la plus grosse journée de frappe terroriste sur des actifs civils de la Russie, il y a eu une station électrique qui alimentait le fameux tuyau, le fameux oléoduc qui alimente la Hongrie, et hier dans l'après-midi, avant le missile, la Hongrie a eu, à cause des Russes, là il n'y a aucun doute, à cause d'un bombardement russe, l'oléoduc qui amène le pétrole, qui est la seule énergie effectivement des Hongrois qui sont très dépendants de la Russie, a été arrêté parce que la pompe ne marchait plus. Et on a confondu souvent dans les rapides, on a confondu ces 2 événements. Donc il n'y a aucun doute que si le pétrole n'arrivait pas hier en Hongrie, c'est à cause d'une bombe russe. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a parmi les intervenants une volonté de répondre? Non. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de conclure cette réunion et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je remercie à nouveau vous 4 pour vos interventions, messieurs depuis Budapest et vous, mesdames et messieurs, ici physiquement à Paris. Merci beaucoup, c'était très intéressant et à très bientôt. Merci.